Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co pour parler du streaming, des séries, bref tout ce qu'on aime regarder bien au chaud. Il refait froid en ce moment, voilà, on se remet au chaud avec un plaid pour regarder des séries et on va parler d'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui est devenue incontournable en un an, ChatGPT forcément maintenant ça parle à tout le monde, on peut tout faire avec l'IA et Hollywood forcément a envie de s'en emparer, on le sent. Sauf que c'est plutôt vu comme une menace, on va en parler un petit peu, notamment dans le streaming, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette menace de l'IA ? J'ai deux invités avec moi pour en débattre. Tout d'abord, un habitué de l'émission, c'est Benoît Lagan. Salut Benoît. Bonjour. Journaliste spécialiste des séries, évidemment, on peut te voir à Télématin et t'entendre à France Inter, le son et l'image avec Benoît. Et en face, je suis ravi d'accueillir une nouvelle tête dans l'émission, c'est Julie. Salut Julie. Salut, ça va ? Très bien, merci d'être venue, journaliste au Journal du Geek. C'est ça, le site internet, un spécialiste, toi, du cinéma, des séries notamment. Oui, tout à fait. Et bienvenue dans l'épisode suivant, j'espère que cette première va très bien se passer, j'en suis même sûr. J'ai avec moi, donc vous l'avez deviné, deux invités qui sont en chair et en os. On peut les toucher, ils existent, contrairement aux IA. Il n'y a pas d'IA sur ce plateau garanti 100% réel. C'est notre débat de la semaine pour l'IA. Qui a peur de la grande méchante IA ? En l'espace de quelques mois, je disais, l'intelligence artificielle, elle est arrivée un peu partout. C'est une réalité très concrète aujourd'hui. Elle peut générer des textes, ça c'est ChatGPT, j'en parlais, des images, mais aussi maintenant des musiques, même des vidéos complètes à partir d'un simple prompt, c'est-à-dire une commande. On écrit un petit texte, on dit je voudrais une vidéo d'une personne qui marche dans la rue à Paris, et paf, on a une vidéo d'1 minute qui sort, parfois très réaliste, parfois quand même on voit encore les coutures. Mais voilà, l'IA, elle est aujourd'hui incontournable dans le divertissement. Ça pourra chambouler ce monde, notamment dans les films et les séries. Il faut dire que le streaming est un peu en tête de proue tout ça aujourd'hui. Il y a eu quelques tentatives récemment d'utiliser l'IA. On va en parler, mais juste avant, je voulais qu'on revienne, Benoît, Julie, sur ce qui s'est passé ces derniers mois, parce qu'en fait l'IA, on en a aussi beaucoup parlé pendant la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood. C'était une de leurs revendications, un des principaux points dans leur cahier de doléances. Pourquoi est-ce qu'ils s'inquiétaient déjà, il y a quasiment un an maintenant, de l'IA ? Bien, il y avait plusieurs points qui étaient soulevés, notamment la précarisation des emplois. C'est la première chose parce qu'on sait que faire appel à ces outils, ça pourrait à terme diminuer le nombre de postes proposés dans l'industrie. Et il y avait aussi une question d'image et de consentement pour les acteurs avec la création de doublures numériques. Et c'était un sujet assez important qui est arrivé très vite sur la table et qui a été vraiment au cœur des négociations qui ont eu cours entre mai et novembre. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, après, ce qui est intéressant, c'est que le débat sur l'intelligence artificielle était un des points. Et souvent, on a cristallisé notre regard que sur ça, parce que c'était le plus inédit. C'était le plus et nouveau. Le plus étonnant aussi, dans ce que ça a engendré pour le travail, comme tu l'as très bien dit. Sauf que pour les scénaristes, comme pour les acteurs, il y avait déjà une autre problématique, et qui est quand même liée, ensuite, on va le voir avec l'IA, c'est la place qu'ont pris les plateformes dans l'industrie. Et c'est vrai que c'est des plateformes qui ont besoin de tellement de production pour garder toujours le rythme, pour que les abonnés ne quittent pas la plateforme, qu'au fond, c'est les premiers intéressés par exploiter des scénaristes, voire pour les exploiter, créer plein de petites séries avec moins d'épisodes et précariser du coup les scénaristes qui n'écrivent plus que 10 épisodes et pas 22 comme auparavant. Et donc c'est tout ça en fait qui s'accumulait. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est quand même ce qui fait le plus peur, parce qu'à terme on se dit, si on est jusqu'au boutiste, on dit plus besoin de scénaristes, plus besoin d'acteurs, on va les inventer et c'est l'ordinateur qui va le faire. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement l'IA et le streaming ont été associés d'emblée. C'est-à-dire qu'on n'a pas visé, par exemple, Warner, on n'a pas visé les studios classiques, eux étaient plutôt sur des revendications salariales, etc. Parce que peut-être aussi, ces boîtes que sont Netflix, que sont Amazon via Prime Video, que sont Apple, sont des boîtes tech aussi. C'est des boîtes qui ont l'habitude de travailler finalement avec la technologie, plus que, on va dire, un studio de cinéma avec ses plateaux, etc., même si c'est devenu très moderne. Ils ont un outil technique qui est leur plateforme, donc ils ont des équipes de recherche et de développement qui travaillent tous les jours à créer des nouvelles fonctionnalités, donc il y a un lien avec la tech qui est plus important. Et je dirais même que dans le cas de Apple, Amazon et Netflix, c'est des entreprises de tech avant d'être des entreprises de divertissement. Apple a des recherches sur la tech tous les jours pour ses produits physiques. Ils ont fait des algorithmes avant même de faire des séries. C'est ça. Et pour Amazon, pareil, Amazon se targue d'avoir 20 ans d'expérience dans l'IA, alors plus dans le volet marchand de ses activités, mais c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de
leur modèle économique. Et forcément, ça inquiète plus que les énormes, les historiques du cinéma. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les plateformes, donc, émanent, comme tu le dis très bien, de la tech, mais ce qu'on voit, parce qu'on commence à avoir du recul maintenant sur la vie des plateformes, et ce qu'on voit, c'est que les plateformes, sur tout ce qui est production, on va dire, et diffusion des séries, font une sorte de retour en arrière et reviennent vers ce que faisaient les networks ou les chaînes câblées. Parce qu'en fait, ils ont vu que pour fidéliser les spectateurs, il fallait un épisode par semaine, il fallait créer de l'événement qui dure sur une saison, etc. etc. Donc, il y a même Disney+, qui reparle de l'idée d'une chaîne, de chaînes dédiées, de chaînes thématiques. Donc, on voit bien que sur ces questions-là de diffusion, ils reviennent vers la vieille télé. Donc, le seul élément sur lesquels ils ont les mains libres et ils sont encore inédits et nouveaux, c'est sur ces questions technologiques. Et c'est pour ça qu'il faut s'en inquiéter, à mon avis. C'est là, effectivement, qu'ils ont cet avantage. On va rentrer un peu dans le concret de ce qui s'est fait, justement, en matière d'IA récemment. Et c'est pendant, justement, la grève à Hollywood que Disney+ a commis le premier faux pas, celui qui a valu beaucoup de critiques. Elle avait été, la plateforme, critiquée à cause d'un générique, non pas d'un acteur, non pas d'un scénario écrit par IA, mais d'un générique, celui de la série Marvel Secret Invasion, qui avait été créé à l'aide de l'IA. Il ne l'avait pas dit, hein. Ça, c'est des gens qui ont commencé à se dire, tiens, c'est bizarre ces images-là, ça fait pas très naturel, un artiste n'aurait pas pu créer ça tout seul. Julie, ça avait suscité une émotion. Pourquoi ? Au fond, c'est du dessin, on a envie de dire, c'est un générique. En quoi c'est grave d'utiliser l'IA pour un générique comme ça ? Je dirais que déjà, le timing n'était pas très bon, parce qu'on était en plein pendant la grève, pas encore des acteurs, mais des scénaristes. Donc déjà, les questions d'IA étaient très au cœur du débat. Et puis en plus, c'était quelques mois après la publication de plusieurs témoignages d'artistes VFX, donc d'effets numériques, qui avaient complètement dénoncé les méthodes de travail de Marvel, qui avaient tendance à réduire les délais pour les créations des effets spéciaux, des effets visuels, appliquer des timings un peu compliqués et surtout revenir en arrière sans cesse et en fait rendre le travail des artistes très très compliqué au quotidien. Et ces artistes, ils auraient dû être mobilisés, enfin ils l'ont été un peu, mais moins sur ce générique. Et donc forcément, dans un tel contexte, on peut difficilement imaginer que le public et surtout les artistes auraient été réceptifs à un tel mouvement. Benoît, le studio donc, qui a réalisé ce générique pour Marvel, c'est sous-traité, hein, il s'était défendu en affirmant qu'une partie du travail avait été fait quand même par des artistes, c'est-à-dire que les dessins préparatoires, tout ça, c'est fait par des gens en chair et en os, des vrais artistes payés, et que l'utilisation de l'IA surtout matchait avec le thème de la série. On va en un mot dire ce que c'était Secret Invasion. C'était l'histoire d'une race extraterrestre qui était présente sur Terre depuis des années sans qu'on le sache, puisqu'ils étaient des métamorphes capables de se transformer en n'importe qui, en n'importe quel être humain, de changer d'apparence. Et donc du coup, l'IA avait un sens là-dedans, dans cette idée d'un monde où on ne sait plus trop qui est quoi. Ça, c'est la justification. Est-ce qu'elle tient la route ? Au fond, on se dit pourquoi pas. Pas vraiment, parce que sinon, dans ce cas-là, la série V, il aurait fallu la faire dans les années 80 avec l'intelligence artificielle qui n'existait pas encore. Donc, non, pour moi, il faut bien trouver des arguments. Et quand on regarde le générique, parce qu'après, par ailleurs, plein de gens ont dit et puis en plus, il est moche ce générique. Bon, pas plus moche que d'autres. Enfin, je veux dire, il est dérangeant, on va dire. En fait, on sent que visuellement, c'est peut-être ça le truc. On voit que c'est pas fait par un humain. Mais c'est là où je rejoins certains qui disent oui, enfin, des humains auraient presque pu le faire et ensuite décider de par rapport à la thématique, justement, de faire ce travail-là. Donc, non, moi, je trouve que le problème, c'était le timing. Et ensuite, c'est que ce qui est intéressant, c'est que l'IA, là, elle touche des premiers métiers avant, entre guillemets, les principaux. Donc, si on touche ceux qui font le générique, si on touche ceux qui font les effets spéciaux, si on touche, en France par exemple, tous ceux qui font du doublage ou ailleurs, qui doublent les séries. Tous les métiers de l'ombre, au fond. Tous les métiers de l'ombre, ceux-là, en fait, ils ne seront pas protégés en réalité. Ils n'ont pas assez. Ils n'ont pas des syndicats. Et ils n'auront pas la nounou d'enfer pour manifester. Voilà. Donc, forcément, et c'est là où on commence à tester. Et c'est là où il faut se méfier. Ils ont raison de réagir. Mais après, les arguments des uns, les arguments des autres, je trouve que quand on voit la série était surtout ratée. C'est juste ce qu'il faut dire. C'est un autre débat qui n'est pas un débat. Je pense que tout le monde pourra acter que Secret Invasion était raté dans tous les cas. Donc ne la regardez pas
pas ce générique. Vous pouvez vous en passer. On va un autre exemple un peu différent et qui là pour le coup va encore plus loin. C'est passé sur Netflix cette fois. C'était, il me semble, en début d'année, je crois, puisque Netflix a carrément sorti un court-métrage. Tout à fait. Alors un court-métrage vraiment petit, c'est 3-4 minutes à peu près, je crois de mémoire, qui est sorti, qui est d'ailleurs disponible, il me semble, sur YouTube aussi, il me semble. Mais c'est Netflix qui l'a fait. Ça s'appelle The Dog and the Boy, c'est ça, Julie, qui a été en partie réalisé avec l'IA, mais je crois que c'est là pour le coup, et Netflix l'a dit ouvertement. Netflix l'a dit ouvertement et ça participe, ça entrait dans leur recherche et développement justement sur l'IA. L'IA, elle a été utilisée pour créer des bases pour les décors qui serviront ensuite au court-métrage. Et donc, le procédé est développé dans une vidéo où on peut voir de quoi ils sont partis et comment ils l'ont développé ensuite. Et ça n'a pas plu non plus parce que l'animation n'est pas non plus un secteur qui se porte très bien. Et d'aller faire ce genre de choses dans un contexte où il y a des studios qui ferment comme Blue Sky, forcément, ça passe pas trop, quoi. C'était effectivement un bon exemple. Est-ce que le fait quand même que Netflix ait assumé ce côté, voilà, on vous le donne, on l'a fait avec l'IA, on vous l'écrit, on vous le dit, est-ce que c'est quand même un signe un peu positif de se dire, bon, au moins ils le disent, quoi. Oui, alors on peut leur accorder ça. Je pense qu'en fait, s'ils le disent, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de le dire. Parce que sinon, ça serait revenu comme un boomerang dans leur visage. Donc, valait mieux qu'ils le disent. Et valait mieux qu'ils le disent que c'était aussi un travail de développement qui réfléchissait, quitte à ce que ça crée les débats que ça a créé. Qu'on travaille sur la réflexion de cet outil parce qu'on sait très bien que à terme, on va arriver à ça et que l'outil sera utilisé. Moi, je préfère encore qu'on le dise clairement. Et puis, comme ça, on peut critiquer, on peut débattre, on peut dire que aussi la bonne vieille animation, c'est celle qui a du charme, c'est celle qui a de la chair, c'est celle qui fait que nous, on s'y retrouve en tant que spectateur. Donc, ce qui est assez terrible pour The Dog and the Boy, c'est que moi, je l'ai regardé, c'est quand même assez émouvant. Oui, ça reste quand même un petit court-métrage assez mignon, assez joli. On ne nous aurait pas dit qu'il y aurait de l'IA, je ne suis pas sûr que moi je l'aurais deviné par exemple. Je pense qu'il n'est pas si facile à, c'est pas si facile à trouver que l'IA est là, en tout cas pour le commun des mortels, des personnes qui sont spécialisées dans l'animation sans doute un peu plus. Mais c'est vrai que le court-métrage en lui-même est très cool. C'est juste que, encore une fois, ça tombe dans un mauvais timing. C'est peut-être un peu trop tôt encore pour faire des productions de ce genre. Je voulais donner un dernier exemple pour qu'on voit, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur les métiers qu'on voit moins, parce que là effectivement par l'animation c'est déjà des métiers plus visibles, mais Disney+ a tenté encore autre chose avec l'IA, plus récemment encore. Ils sont servis d'IA pour écrire une musique. Alors une musique dans une série que je pense que pas grand monde n'a vue, mais qui s'appelle Save the Tigers, qui est une série indienne qui est diffusée via Hotstar, qui est une plateforme rachetée par Disney+. Enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils ont écrit une chanson. C'était écrit au générique et c'était crédité écrit avec ChatGPT. C'était la première fois que ChatGPT était crédité dans un générique d'une production audiovisuelle. Le fait que ce soit une chanson, est-ce que ça vous touche plus ou moins que si c'était quelque chose de visuel comme l'animation? Est-ce qu'au fond, pourquoi pas? Le fait, encore une fois, que ce soit crédité, non, on revient au même problème? Non, pour moi, c'est exactement le même problème parce que une création, c'est une rencontre entre humains. Et si on revient avant les écrans, les créations même interactives étaient sur des plateaux, au théâtre, sur des scènes avec un public qui pouvait réagir, ou au théâtre, on pouvait sortir du théâtre, re-rentrer pour continuer la pièce. Enfin, on avait un rapport au théâtre qui était comme on l'a aujourd'hui devant notre écran. Donc, et c'était des humains. Et quand on a besoin d'une musique pour une série documentaire, pas documentaire, on s'en fiche. On a besoin d'un humain qui regarde une œuvre, qui est touché émotionnellement pour recréer cette émotion, pour que moi, derrière, je puisse être ému. Je dis pas que la machine le fera pas, et le fera peut-être très bien, mais si je sais que c'est personne, que c'est juste un robot, un outil qui me l'a fait, moi, et vu que il va falloir le mentionner, et donc le mentionner, c'est bien. Moi, ça m'éloigne. Tu disais, tu parlais d'humain. Est-ce que je dois tenter une comparaison? Vous me dites si je me fourvoie ou si je vous provoque pour rien, mais est-ce que le passage à l'IA, comme ça, par exemple, pour créer des images, etc., est-ce qu'on ne peut pas comparer ça au passage des effets spéciaux pratiques aux effets spéciaux tout numériques dans les années 90, où on a vu d'un coup arriver des choses assez horribles, par ailleurs, à cette époque-là, où on tentait beaucoup dans les films, les séries, de mettre... voilà, on est passé d'explosions qui étaient faites avec un cascadeur supervisé par un responsable des effets spéciaux en plateau, avec une vraie explosion, une vraie voiture qui tombait, etc., à
d'un coup on nous mettait une boule de feu générée par ordinateur. Alors certes, c'était généré par un humain, mais est-ce que on est dans la même logique pour vous ou pas du tout ? Je pense qu'il y a la même crainte, notamment celle des emplois qui seront forcément impactés par ce changement. Il y a la même crainte et il y a la même réticence du public à voir aussi ce qu'ils ont l'habitude de voir évoluer vers un futur hypothétique avec des nouvelles technologies qui s'emparent de leurs moyens de divertissement. Je pense qu'à la différence, effectivement, comme tu le disais, il y a des humains qui étaient impliqués dans le processus de création des effets numériques, là où l'absence totale ou à des infimes parties sauf de la supervision, mais d'humain, ça pose encore plus de problèmes, je trouve, dans la terme de sensibilité. L'IA, elle n'est pas capable de sensibilité, elle n'est pas capable de déterminer ce qui est bien d'un ressenti, c'est par rapport à ce qu'on lui a appris. Donc je pense que c'est un peu... Il y a les mêmes craintes, mais c'est encore un autre volet, je trouve. Benoît, est-ce qu'il faut forcément craindre l'IA ? J'ai envie de te poser la question comme ça. Alors, si elle est extrêmement bien encadrée, et c'est tous les débats d'aujourd'hui, faut pas, je pense, la craindre en soi, parce que ce sera un outil numérique comme un autre, comme on l'expliquait par rapport aux effets spéciaux, etc. À partir du moment où l'humain est toujours là et l'utilise à bon escient, etc., que ça vient l'aider dans un ressenti, oui. Moi, ma vraie panique autour de ça, et c'est là où je crains plus les plateformes que l'IA. Parce que les plateformes sont venues sur le terrain de la télévision. Elles sont venues sur le terrain de la télévision en disant, avec nous, vous allez avoir le contenu quand vous voulez, où vous voulez, celui qui correspond précisément à votre niche, à qui vous êtes, etc., etc. Si eux qui sont venus mettre le bazar dans l'industrie du cinéma et de la télévision, l'acte suivant, c'est de dire maintenant les humains qui sont les derniers à nous emmerder, excusez-moi l'expression, on les vire pour les remplacer par des machines. Alors pour moi, là, le jour où ça se fait, même si je suis professionnel de la série, je préfère aller m'occuper de chèvres dans le Larzac et éteindre mes plateformes, parce que j'ai pas envie que ce soit déjà que le critique de série est menacé par l'algorithme qui nous remplace, puisqu'il est plus fort que notre avis d'humain sur une série. Alors si c'est en plus pour que le critique disparaisse pour une œuvre où le scénariste a disparu, pour une œuvre où le doubleur a disparu, enfin le comédien de doublage a disparu, moi je dis stop. Et t'es pas le seul justement à t'en inquiéter, parce que je voulais qu'on évoque pour terminer ce débat une proposition de loi qui est en cours actuellement de débat aux États-Unis, qui est portée par un élu démocrate de la Chambre des représentants. On va préciser que c'est l'élu démocrate du district d'Hollywood, donc c'est quelqu'un qui a aussi des intérêts à défendre les professionnels de son secteur. En l'occurrence, lui, c'est pas des éleveurs de chèvres, c'est des scénaristes, des acteurs, des réalisateurs. Il a déposé une proposition de loi au Sénat, à la Chambre des représentants, pour encadrer l'usage de l'IA dans le divertissement, notamment en obligeant les entreprises à révéler avec quels matériaux de base elles ont entraîné leur IA. Parce que donc une IA, ça s'entraîne. Quand on dit à une IA, comme je disais tout à l'heure, crée-moi une vidéo de quelqu'un qui marche dans la rue, l'IA, elle part pas de zéro. Elle va piocher dans des bases de données, potentiellement de films, potentiellement d'animation, potentiellement de création d'artistes. Et lui, il dit, il faudrait que ce soit déclaré dans un registre pour qu'on puisse identifier les copyrights et que donc les gens qui ont fait le matériau d'origine soient alertés que leur matériau sert à entraîner une IA et que potentiellement, soit ils puissent valider ou non, mais qu'en tout cas, ils soient payés un copyright là-dessus. Est-ce que c'est la bonne idée, selon vous ? Je pense que c'est une première bonne idée, parce qu'une des plus grosses incertitudes concernant l'IA, c'est des modèles d'apprentissage automatique, donc ils se basent sur des œuvres qui sont existantes, c'est de savoir quelles sont ces œuvres, parce qu'en fait, les fruits du travail de l'IA, elles ne reviennent pas dans la poche de ceux qui ont créé ce qui a servi à les entraîner. Effectivement, se créditer ChatGPT au générique, ça ne veut rien dire. Oui, c'est vrai, ça ne veut rien dire. Il a été alimenté par des centaines de milliers de musiques qui, elles, n'auront jamais les bénéfices de ce que l'IA peut créer. Donc je pense que c'est intéressant, ça fait partie des nombreuses revendications des auteurs. Il y a eu une plainte qui a été déposée par plusieurs auteurs, dont George R. Martin, qui accuse OpenAI d'utiliser ses romans, son univers pour alimenter leur agent conversationnel. Donc effectivement, je pense que c'est un premier pas, mais il faut que ce soit encadré de manière efficace et que le public puisse avoir aussi un regard sur ça. Oui, alors, et moi je trouve que c'est une première bonne idée. La question, c'est dans le temps. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est balbutiant, mais dans 100 ans, quand il y aura un nombre d'œuvres qui sont dans le domaine public, et que là, il n'y aura plus personne pour dire « moi, je refuse qu'on utilise Alexandre Dumas pour écrire la nouvelle série Zorro 10.0 », à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Effectivement, sur l'audiovisuel, c'est important, parce qu'on l'a vu avec Mickey il n'y a pas très longtemps, la première version de Mickey est passée dans le domaine public, Disney a essayé de repousser pour éviter justement qu'on fasse n'importe quoi avec Mickey, sauf que le cinéma a été créé dans les années 1900,
Les premiers films, on va dire, qui nous restent aujourd'hui, c'est les années 30, la grande période du cinéma des années 20-30, commencent à arriver dans le domaine public. Et donc tous ces films-là, potentiellement, peuvent être mis dans des bases de données qui vont les avaler. En Métropolis de Fritz Lang servira peut-être à faire. Moi je pense que les clés du débat sont entre les mains des abonnés. C'est-à-dire que si les abonnés... Aujourd'hui, les plateformes ont atteint quand même un certain niveau d'abonnés et on voit bien qu'elles ont du mal à aller au-dessus. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que si ça arrive... tout le monde ne le fera pas, mais une bonne partie des abonnés, et notamment, je pense, dans le monde de la critique, des intellectuels, tous ceux qui, quand ils ont vu Netflix arriver, je pense en France, ont eu l'impression que tout d'un coup, ils découvraient ce qu'était une série, alors qu'avant, ils ne regardaient jamais TF1. Je pense que il faut que ce public-là se désabonne massivement. Et là, à ce moment-là, peut-être que les plateformes ne seront que les nouvelles chaînes de télévision avec la souplesse qu'offre le numérique, mais c'est tout. Le pouvoir est encore entre nos mains, nous les abonnés, c'est le mot de la fin sur ce débat. En attendant, on va passer à nos séries de la semaine qui sont garanties, a priori, 100% sans IA. Et direction Disney+, le coupable initial, mais cette fois-ci, a priori, pas d'IA dans cette série animée que tu nous recommandes, Julie. Ça s'appelle X-Men 97, une sorte de mutant, donc. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est la suite de la série X-Men des années 90, donc qui s'était étendue jusqu'en 97, de 92 à 97. Et en fait, Disney a décidé de lui offrir une renaissance. Donc, on suit nos personnages directement après les événements de la série précédente, donc après la mort... spoiler alerte, traumatique de Charles Xavier. Et les X-Men, maintenant, ils sont dirigés par Scott, qui doit naviguer entre toujours les mêmes conflits avec les humains, trouver leur place dans cet univers, et puis forcément des méchants qui viennent... leur mettre des petits coups dans les mâchoires. Donc on retrouve les héros principaux, on retrouve Tornade, Jean Grey, Wolverine évidemment. Et cette série, alors elle avait beaucoup de chances de se planter parce que la nostalgie ça marche, mais parfois ça marche pas. Parce qu'ils ont effectivement gardé l'aspect visuel très rétro. On est sur l'ancienne équipe des X-Men, comme si tous les films depuis n'avaient jamais existé. On retrouve les combis latex presque un peu fluo et tout. Les looks sont incroyables. On a vraiment une esthétique très 90, 80, très pop. C'est d'ailleurs hyper bien fait parce que le style d'animation a été forcément remis au goût du jour, mais on garde cette esthétique comics qui marche beaucoup. Le générique est incroyable. Le réentendre après tant d'années, c'est toujours un plaisir. Et puis surtout, ça a gagné en maturité. Je trouve que cette série, elle a grandi avec son audience. Beau Desmaillots, qui s'occupe de la scénarisation, a réussi à faire évoluer l'univers et les personnages. Et je trouve ça extrêmement bien fait. Et ça se passe dans les années 90, du coup, 97 du coup. Voilà, exactement. Donc ça traite quand même de problématiques de l'époque, mais ça reste moderne malgré complètement. En fait, les X-Men sont éminemment politiques et on retrouve vraiment cette notion dans la série qui est très bien traduite. La série n'est pas terminée, il faudra qu'elle retombe sur ses pieds à l'approche de la fin. Elle est en cours effectivement de diffusion, il y aura 10 épisodes, je crois. Oui, c'est ça. Là, on est au 6e, il me semble. Mais franchement, c'est très très bien et je vous conseille de le regarder en VF parce qu'on a des comédiens de doublage vraiment très talentueux et que sur ce projet particulièrement, c'est très très bien fait. C'est bien de le dire, effectivement, l'animation, pour ceux qui n'aiment pas la VF, parce que pour des raisons de... sur l'animation, c'est vrai que c'est toujours une bonne porte pour écouter nos fabuleux doubleurs français qui font du super boulot. Donc X-Men 97 à voir sur Disney+, en ce moment. Ce sera bientôt fini, si vous voulez binger, attendez encore 2 semaines et vous regarderez tout d'un coup. C'est bien de regarder d'affilée. Moi je suis l'adepte de ça. Ouais, je trouve effectivement, c'est bien aussi d'avoir son petit rendez-vous hebdomadaire. Tous les mercredis à 9h30, comme quand on était enfant et quand on regardait les émissions. Avec des tartines. Et sinon, on fait le samedi matin à l'heure de FX de France 3 et avec d'un bol de céréales. C'est vrai qu'on travaille maintenant le mercredi matin. On n'a plus l'habitude. Rendez-nous le temps béni des mercredis matins devant les dessins animés. Benoît, toi, rien à voir, pas de X-Men, pas d'années 90, mais des années 1770, tu nous emmènes en France pendant la Révolution américaine avec un personnage historique qu'on connaît bien, Franklin, c'est pas la tortue, c'est l'inventeur. C'est l'inventeur de l'électricité, Benjamin Franklin. Le diplomate aussi. Voilà, diplomate, et c'est le diplomate qui est en question dans la série. Pourquoi j'avais envie de parler de cette série? Parce que la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour taper sur Apple TV+. Et pour leur fort même. Voilà, et sur leur gloubi-boulga sur le plan linguistique. Tout à fait, sur The New Look. Dans les épisodes précédents, The New Look, série Apple TV+, qui se passe en France pendant la Seconde Guerre mondiale, du moins au début, et on nous raconte les créateurs de mode, dont Coco Chanel et Christian Dior, et tout le monde parle en anglais.
Y compris le petit marchand de légumes du coin de la rue. Voilà, et les comédiens français qui jouent dedans, aussi avec parfois un très mauvais accent, comme le mien. Franklin arrive après ça. Et là, c'est tout l'inverse, puisque Michael Douglas, qui joue Benjamin Franklin, débarque en France en diplomate. L'idée, c'est de permettre à ce que la monarchie absolutiste française soutienne la démocratie naissante aux États-Unis. Déjà, contre la monarchie britannique. Contre la monarchie britannique. Je le trouve déjà, sur le plan du sujet géopolitique, déjà passionnant. Et il vient effectivement tout auréolé de ses recherches autour de l'électricité, sauf que lui, il vient pour ces questions-là, et pour que les États-Unis soient indépendants. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça permet à la série de raconter que les États-Unis doivent beaucoup à la France, et notamment à ce soutien de la France à ce moment-là. Et là où la série est passionnante, c'est qu'on retrouve autour de Michael Douglas beaucoup de comédiens français, dont Thibaut de Montalembert, Ludivine Sagnier, et je vais en oublier, mais qu'on accepte l'idée, parce qu'on ne prend pas le spectateur pour un idiot, que si Benjamin Franklin débarque en France, il sait peut-être 3 mots en français, mais il ne sait pas vraiment parler français, et qu'en France, on ne sait pas parler l'anglais. Et donc, il y a, et c'est très important, ça m'a fait penser à Shogun, par exemple, qui, sur toutes les scènes de diplomatie, d'échanges géopolitiques, il y a besoin de... Utilise un traducteur. Oui, un traducteur. Voilà, c'est important d'avoir un traducteur qui fait le lien entre les langues. Et la série raconte aussi ça. Et par ailleurs, c'est tourné dans des lieux en France qui vont très bien au sujet, puisque c'est quand même le sujet, et qu'on a le plaisir de retrouver Michael Douglas. C'est ce que j'allais dire, voilà. Michael Douglas, ça reste quand même la classe, non ? C'est la classe, et puis ça permet de rappeler que Michael Douglas a quand même fait aussi des séries, il a démarré là, Les rues de San Francisco, on l'a vu il n'y a pas longtemps aussi dans la méthode Kominsky, enfin bon, il est aussi un comédien qu'on peut imaginer en série, et là, dans le rôle de Benjamin Franklin, il est parfait, et donc même son respect à la langue française, sa tentative de parler le plus souvent français, je trouve que c'est exceptionnel. Ça révolutionne pas le genre de la série historique. On est dans les costumes comme il faut, on est dans la mise en scène hyper classique, mais c'est jamais racoleur et c'est surtout précis et respectueux, de l'histoire et du spectateur. Donc c'est pour ça que je dis cette série, on peut se réabonner à Apple TV+ grâce à Franklin. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Je suis content de t'entendre, Benoît, me dire que finalement il faut rester sur Apple TV+. Il y a de belles choses effectivement avec ce Franklin, donc à voir en ce moment, c'est en cours de diffusion aussi. Il y a sur Apple TV+. Oui, ça a commencé il y a pas longtemps. Une belle production Apple TV+. Merci à tous les deux d'avoir été là pour ce débat et pour vos recos cette semaine. Je sais ce que je vais regarder. Moi, du coup, j'ai regardé aucune des deux. C'est rare que j'ai vu aucune des deux, mais là, je vais devoir m'y remettre. J'ai des révisions. Merci Julie, merci Benoît. Toujours un plaisir de te recevoir, Benoît. Et pour cette première très réussie, je confirme donc pour Julie. Quant à nous, Tech & Co, épisode suivant. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle émission. Mais si vous avez raté une partie de celle-là, on est en replay, on est en podcast, on est partout. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. À la semaine prochaine.